À la une, le week-end a débuté plus tôt que prévu pour les élèves des écoles primaires et maternelles de Fort-de-France. La cause, un mouvement de grève suivi par les employés du périscolaire. Le point dans ce journal. Autant on emporte le vent, un trait d'humour pour mettre l'accent sur les fortes rafales de vent qui font rage en ce moment dans l'île. Rafales, vous le verrez, qui handicapent certaines entreprises. Puis nous, ces femmes, nous, Doubout, c'est l'une des choses que vous entendrez jusqu'à dimanche et même après. Le préfet de région a tenu à mettre à l'honneur certaines de ces femmes qui excellent dans le monde entrepreneurial. Nous sommes partis à leur rencontre. Et puis cet esprit se métamorphose. Doucement mais sûrement, elle se réinvente avec 3 chantiers en cours, celui de l'abattoir, du parcours santé ainsi que le marché aux poissons. Ce sont près de 580 000 € qui sont injectés. Voilà, bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Ce journal qui débute avant de développer ses titres sur cette information, nous l'avons appris aujourd'hui, le décès de Serge Jean-Joseph. Il était une figure de l'entrepreneuriat en Martinique, le fils de l'homme politique Alphonse Jean-Joseph et père du coureur de rallye Simon Jean-Joseph. Il laisse dans les mémoires le souvenir d'un bâtisseur visionnaire, comme le définit aussi dans un communiqué le MEDEF Martinique, le mouvement qui salue la figure emblématique qu'il a été pour la structure. Il en a été le président de 1997 à 1999. Voilà, ouvrant une page sociale pour continuer. Si vous êtes parent d'élèves, voilà, on regarde tout de suite ce sujet, mettant en avant cette figure emblématique qui a été Serge Jean-Joseph. De la rocade de Fort-de-France à la route Trois-Îlets-Anse-d'Arlet en passant par les falaises de Schellcher ou de Bellefontaine, dès le début des années 60, Serge Jean-Joseph entreprend de remodeler la Martinique. Pendant 40 ans, l'infatigable bâtisseur sera de tous les combats socio-économiques, président du syndicat des entrepreneurs en BTP, président de la caisse de retraite et prévoyance de la profession, puis patron des patrons à la tête du MEDEF Martinique. L'entrepreneur, qui avait, dit-on, toujours un projet dans son attaché case, s'était consacré ces dernières années au développement du port de plaisance du Marin. Homme simple, tolérant et respectueux selon son entourage, Serge Jean-Joseph était marié et père de 2 enfants, Alphonse, décédé tragiquement lors d'une course automobile, et Simon, dont la même passion pour le rallye l'a conduit sur les circuits les plus prestigieux. Allô Simon, la télévision martiniquaise t'envoie ses félicitations. Rugbyman passionné, Serge Jean-Joseph a toute sa vie cultivé l'adage de l'esprit sain dans un corps sain. Son père, Alphonse Jean-Joseph, s'était consacré à la politique en tant que maire et conseiller général de Rivière-Salée. La politique, le seul domaine où Serge, lui, ne s'aventurera jamais. Je n'ai jamais pu faire de politique parce que je n'ai pas l'habilité, je n'ai pas la sensibilité des politiques. Je pense que depuis ma tendre enfance, je m'étais fixé un objectif. Je voulais être quelqu'un qui s'occupe plus de l'économie que du politique. Serge Jean-Joseph était né en 1935. En juillet prochain, il aurait fêté ses 80 ans. Voilà, ouvrons une page sociale pour continuer. Si vous êtes parent d'élèves en école maternelle ou élémentaire à Fort-de-France, vous n'avez pas pu passer à côté de l'information du jour. Le week-end a débuté plus tôt que prévu. La cause, un mouvement de grève suivi par l'ensemble du périscolaire. Le 19 janvier dernier, ces animateurs ont demandé audience au maire de Fort-de-France pour exposer leurs doléances. Aucune réponse de ce dernier n'a été faite. Ils ont donc posé un préavis de grève le 23 février. Ils revendiquent le paiement des salaires à date fixe ou bien encore la réévaluation de celui-ci au-dessus du seuil de pauvreté. Le point avec Céline Chalonou. Les petites affichettes sont de retour accrochées aux grilles des écoles. Les services périscolaires sont perturbés dans la plupart des écoles foyalaises et du côté des parents d'élèves, la grogne commence aussi à se faire sentir. Un mouvement vécu douloureusement par certains. On a fait comme on pouvait, donc venir récupérer les enfants et s'adapter. Cette grève est problématique pour pas mal de parents en Martinique et d'autant plus qu'on doit se démener avec le travail, c'est pas facile. Et il faut s'arranger comme on peut pour venir chercher les enfants à midi ou pour leur amener le manger. Et pour les mamans qui travaillent, les parents qui travaillent, c'est pas évident. Là, je suis en retard, je suis au travail, donc je dis que je serai en retard pour venir le récupérer parce que j'ai pas d'autres moyens. Animateurs et référents périscolaires, ils protestent contre la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires par la mairie de Fort-de-France depuis cette année. Manque de pause, surcharge de travail, responsabilité accrue. La ville rencontre les animateurs
le personnel des associations, mais n'est pas l'employeur de ces personnels. Donc on est dans une situation un peu particulière et il faut gérer les choses différemment avec les animateurs et leur organisation syndicale et avec les employeurs. Et c'est ce que nous faisons et nous avons déjà eu l'occasion de les rencontrer et de travailler sur les problématiques qu'ils rencontrent. La sonnette d'alarme est tirée entre les cantines en grève et les animateurs du temps d'activité périscolaire. Le climat social cette semaine dans les écoles de Fort-de-France reste tendu. Toujours dans l'actualité sociale, le point sur la grève qui touche depuis le 29 janvier dernier la fourrière de Mango-Vulsin. Des problèmes de formation, de conditions de travail ou bien encore le licenciement d'un employé sont au cœur du conflit. Toujours pas d'avancée dans les négociations entre salariés et directeurs. Un directeur qui se dit prêt à discuter sur de nombreux points, sauf sur la réintégration du licencié. Pour l'heure, aucun mot des autorités sur ces perturbations. Des perturbations qui soulèvent cependant des interrogations sur le devenir des véhicules hors d'usage ou bien de celles en infraction enlevées par le personnel non gréviste. Et pour conclure cette page sociale, direction la Guadeloupe, où les gérants de stations essence menacent une nouvelle fois de fermer les pompes. Cette fois-ci, la menace est à prendre très au sérieux. S'ils n'obtiennent pas satisfaction dans une semaine, on écoute le président de l'association sur justement ces menaces de fermeture en fin de semaine prochaine. Ambiance tendue à la sortie de la table ronde sur le dossier des carburants. Plus de 4 heures de discussion pour au final pas de réelle avancée. Sur la table, les stocks stratégiques, la revalorisation de la marge des gérants et les accords interprofessionnels pétroliers. Sur la première question, il est question effectivement qu'on y revienne et qu'on y travaille par la mission interministérielle qui doit arriver prochainement, qui a commencé déjà à travailler, je crois, en Martinique. Ensuite, sur la revalorisation, le préfet a dit qu'il est d'accord pour revoir la revalorisation à partir d'un certain nombre de dossiers qu'il a demandé. Et bien sûr, les gérants ont proposé de lui fournir ces documents-là la semaine prochaine. Et sur les AIP, les AIP, c'est un désaccord total. Les AIP, les accords interprofessionnels pétroliers, sortent d'indemnités de fin de contrat. Point de crispation pour les gérants de stations-service. Comment peut-on expliquer aux gérants guadeloupéens qui n'ont pas droit à un dispositif? Alors, ils nous disent qu'il est illégal, alors que ce même dispositif, comme par hasard, par la volonté du Saint-Esprit, est légal en Martinique et en Guyane. Comment peut-on accepter cela? Donc aujourd'hui, ce qui se passe est inacceptable, intolérable, injuste. Ce décret de décembre 2013, qu'est-ce qu'il dit concernant les AIP? Il dit que les AIP, les accords interprofessionnels, ne peuvent pas être intégrés dans la structure des prix. Et il appartient, effectivement, aujourd'hui, si je dirais l'OPGSS conteste cette analyse des textes de la part de l'État, eh bien de saisir le juge administratif, le tribunal administratif, pour qu'il tranche sur le sujet. Du côté du président de région et ancien ministre des Outre-mer, on réaffirme la position de l'État concernant les AIP afin de protéger les consommateurs. Le gouvernement a décidé de protéger les consommateurs. Et depuis que je suis en politique, je le fais dans tous les secteurs. Difficile, il est vrai, mais on le fait. Et je dis devant l'opinion publique guadeloupéenne, je continuerai de le faire. Et qu'on veuille me faire passer pour le ministre qui a été méchant, le ministre qui est autoritaire. Eh bien, si c'est ça l'autorité, je dis moi c'est du courage politique. En attendant un nouveau rebondissement dans le dossier de l'essence, la menace de grève dans les stations-service est toujours d'actualité. Voilà, et comme je vous le disais juste avant de lancer ce point, définissons les conclusions qui ont été faites hier soir en préfecture avec les collectivités. Vous l'avez vu, écoutons en ce moment maintenant le président de l'organisation professionnelle des gérants de stations-service sur ces menaces de fermeture des stations. Les gérants de stations-service de la Guadeloupe sont furieux. Ils sont furieux après ce qui s'est passé hier soir en préfecture. Et ce que nous avons décidé, c'est de communiquer pendant une semaine, de manière à expliquer à la population ce qui se passe réellement. Nous avons aussi décidé de recevoir des politiques qui nous l'ont demandé. Et nous avons aussi dit et décidé de manière très claire que si les problèmes que nous avons posés
ne sont pas réglés, avant les élections, les stations seront fermées. Et alors que l'on s'apprête à célébrer les femmes du monde ce dimanche pour la journée de la femme et l'égalité des droits, également partout dans le monde, mais aussi revenons en Martinique. Ce matin, le préfet de région, Fabrice Rigolet-Rose, a rencontré 4 femmes entrepreneurs au programme des échanges sur leur vécu ou bien encore sur les réalités qu'elles rencontrent en entreprise. L'occasion de rappeler la situation des femmes dans la société ainsi que le manque de parité. On écoute à ce propos le témoignage de certaines de ces femmes et le directeur régional de l'ADI. C'est-à-dire qu'on ne nous aide pas trop. Il faut vraiment avoir de l'ambition. Si on a des enfants, par rapport à toutes les démarches que j'ai effectuées, où on me disait que c'était mieux d'être RMiste au tout départ. En jeune, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui suivent les jeunes, en tout cas en Martinique, je trouve. Bon, qui n'ont pas suivi, c'est que l'ADI qui a pu suivre et ils demandaient même des cautions assez importantes. C'est là-dessus que travaille l'ADI. On accompagne ces femmes à créer leur entreprise, mais aussi à les développer pour que demain, elles puissent embaucher, elles puissent créer de l'emploi. Sur l'année dernière, l'ADI a accompagné et a financé 250 femmes uniquement en Martinique. Et on ambitionne d'en accompagner avec le soutien de l'État et de la Caisse des dépôts et de l'ensemble de nos partenaires le même nombre, donc de nouveau 250, voire un peu plus en 2015. Et l'Académie de Martinique, elle aussi, tient à témoigner sa volonté pour une plus grande égalité entre hommes et femmes. Ainsi, de nombreuses manifestations auront lieu à travers l'ensemble du milieu académique du 9 au 13 mars prochain. Hier déjà, élèves et intervenants se sont rencontrés au rectorat de Tartançon dans le cadre d'une conférence ayant comme thème « Halte aux clichés et aux stéréotypes ». Une action qui vise à favoriser le dialogue et casser les clichés. Julien Goudichon. Il y a des actions collectives, comme par exemple le théâtre d'intervention, parce que le théâtre c'est bien, c'est pas un discours. Si on leur dit il faut faire ça ou ça glisse un peu comme l'eau sur les plumes d'un canard. Mais si on les fait se mettre en situation avec des acteurs, alors là soudain ils sortent vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Et puis une fois qu'on a soi-même énoncé un préjugé, on se rend compte que c'est un préjugé. Essayer d'inverser la tendance et faire en sorte que voilà, ce soit simplement une personne, un individu qui s'intéresse à une activité, qui se donne les moyens et de pouvoir pleinement s'épanouir dans cette activité et pas se dire ben non, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, donc finalement j'irai ailleurs. Si je voudrais faire douanière, donc ça m'a un peu instruite parce que en fait au début je ne savais pas trop quoi faire. Je me sens concernée parce que je vais faire le métier de steward et j'ai eu peur au début parce que je pensais qu'il y aurait eu beaucoup de préjugés et aujourd'hui on m'a appris beaucoup de choses. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de métier spécifique pour les hommes et les femmes. Et puis restez avec nous, dans quelques instants nous parlerons sport. Coup de projecteur ce soir sur les compétitions marquantes de ce week-end. Puis plein feu sur Berthe Lebiel, femme poteau-miton du militantisme communiste local. Une autre femme, Marie-Thérèse Casimirius, maire de Basse-Pointe, lui rend hommage dans un ouvrage. Le reportage est à suivre dans quelques instants avec Hubert Bornil. Mais avant, coup de projecteur sur une manifestation qui bat son plein depuis aujourd'hui dans la commune de Schellcher. La fête de la pêche dimanche, justement, tiendra place sur la place des Arawaks dans la commune. Pour en parler, nous recevons ce soir Olivier Marie-Reine, président du comité régional des pêches. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, depuis aujourd'hui, je le disais, le comité célèbre la pêche. Vous lancez une opération Poisson Martinique qui a pour objectif de valoriser la production halieutique. Voyons pour débuter, si vous voulez bien, le reportage de Guy Raphaël René à l'heure du déjeuner dans la cantine centrale de Schellcher. Merci. Est-ce que tu sais quel poisson vous mangez aujourd'hui? Non. Peut-être du marlin, je crois, il me semble. T'aimes le poisson? Oui. C'est mieux que la viande? On peut pas dire ça. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de poissons à la cantine parce que c'est bon pour la santé. On mange pas souvent du poisson et ça va être bon. Ça va nous faire plaisir.
Ça vous plaît le menu d'aujourd'hui? Oui, c'est meilleur que d'habitude. Puis ça change parce que d'habitude, on a de la viande et de la viande. T'as pas fini tes lentilles, mais t'as fini le poisson. Donc ça veut dire qu'il était bon? Oui. Alors nous l'avons vu, depuis aujourd'hui le comité célèbre la pêche. Vous lancez une opération Poisson Martinique, je le disais en préambule, qui a pour objectif de valoriser la production halieutique. Alors on l'a vu, vous visez les jeunes, bien manger et de surcroît aimer le poisson. C'est une habitude qui doit se prendre dès le plus jeune âge? Dès le plus jeune âge. En fait, le comité a voulu mettre en valeur tous les produits de la pêche, parce qu'il nous faut maintenir, garder des parts de marché par rapport à l'importation. Ouais. Mais en passant par les élèves, les enfants des écoles de la ville de Schellcher, en leur proposant du poisson frais qui a été pêché par les marins-pêcheurs de la Martinique. Donc, nous avons livré à la cuisine centrale de la ville de Schellcher qui a pu préparer ces produits. Alors justement, l'un de vos objectifs est de faire découvrir les produits de la mer aux locaux. Est-ce que voilà, vous pensez vraiment que les Martiniquais ont besoin d'être rééduqués sur leurs produits? Donc, oui, parce qu'en fait, déjà, encore préciser que c'est une production saine, ouais. Et donc elle est fraîchement pêchée. Parce qu'en fait, les Martiniquais ont tendance à bouder un petit peu le poisson frais, aller vers l'importation, peut-être le moins cher, mais ce n'est pas la bonne qualité. Et donc, vous pensez qu'il y a une explication à cela? C'est peut-être le prix, mais parfois le prix ne vaut pas la qualité. Donc nous voulons insister dessus, faire toute la propagande, promouvoir nos produits pour montrer, certifier que ces produits sont frais. D'ailleurs, ce soir, il y a une conférence débat où on parle de l'hygiène, le pack d'hygiène, comment faire pour pouvoir transmettre des produits frais. Alors justement, est-ce que vous ne pensez pas que cette crainte est due sur le fait que lorsqu'on va dans un marché de poissons, voilà, ça ne sent pas forcément très bon, peut-être que les marins-pêcheurs manquent, on va dire, justement de techniques propres à l'hygiène pour pouvoir attirer les clients? Vous savez, les pêcheurs ont fait beaucoup d'efforts et cela continue. Aujourd'hui, aucun marin-pêcheur ne part en mer sans glace. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une évolution des hommes, de la pratique. Également, dans ce forum, on va parler du suivi de la formation de HACCP. Donc, tout ce qui est comment commercialiser le poisson, comment le conserver. Donc, toute une série de formations qui est prévue. D'ailleurs, certains professionnels ont déjà commencé. Donc, ce travail qu'a commencé le comité continuera pour pouvoir faire de la qualité. Alors, l'image que l'on a du marin-pêcheur, c'est celui qui a parfois quitté les bancs de l'école très jeune. Donc là, en disant cela, vous invitez, on va dire, jeunes à poursuivre dans cette voie-là, en ayant des diplômes, en se dirigeant vers le secteur. Vous savez, depuis près d'une dizaine d'années, la profession, les hommes de la mer aujourd'hui, ils ont le bac plus 2. Donc ça a vraiment évolué parce qu'il faut savoir aujourd'hui, pour pouvoir naviguer, on utilise un appareil que le GPS et bien d'autres qui utilisent des satellites, et il y a très peu de métiers de secteur d'activité qui utilisent des appareils de ce genre. Donc la profession, elle a évolué, les hommes ont évolué et on ne demande qu'à évoluer puisqu'en fait on veut satisfaire la population aussi, réorganiser notre profession. Alors justement, vous parlez d'évolution. Autre point, on mise de plus en plus dans l'île sur l'aquaculture. Une technique qui explose et a fait ses preuves, notamment en Norvège avec le saumon. Où en est-on en ce moment, Martinique? Justement, le comité régional des pêches, c'est pourquoi on dit la fête de la pêche et de l'aquaculture, parce que les deux font corps. C'est en complémentarité. Donc l'aquaculture vient en complémentarité vis-à-vis de la pêche et les deux se rejoignent pour pouvoir répondre à la demande de la production locale. Voilà. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Rappelons que ce week-end, ce dimanche, sur la place des Arawaks à Schellcher, se déroulera la fête de la pêche. Pêche et de l'aquaculture. Donc vous allez trouver du poisson, de la dégustation. Et puis j'imagine avec des prix vraiment défiant toute concurrence. Des prix convenables, abordables. Je vous remercie encore une fois. Merci, bonne soirée. Et puis en attendant le dimanche 8 mars, justement, journée mondiale de la femme et de l'égalité des droits, petit instant découverte sur le plateau qui sera exclusivement féminin ce dimanche à l'Atrium. Pour l'occasion, il y aura aux côtés d'une chanteuse venue d'Haïti, Emeline Michel, Valérie Loury et Mémé Nelzi. Un doux mélange caribéen, Haïti, Martinique, Guadeloupe, que Julien Goudichaud et Hélène Renaud vous proposent de découvrir.
C'est important. Je pense qu'encore aujourd'hui, on doit montrer, nous les femmes, qu'on peut faire des choses, qu'on peut avancer dans la société, qu'on peut s'imposer. C'est dommage, mais c'est encore important de le faire. C'est l'occasion de montrer aussi la femme caribéenne, tout simplement. Je la ressens, cette énergie, là, ce désir de vraiment scander le respect à la femme, que la femme est force et qu'elle est aussi l'avenir. Avoir cette voix-là qui sur scène prend corps et qui dit tout simplement ce que c'est, quoi, qui chante la vie, qui chante l'amour et qui chante la femme. Je trouve qu'en Martinique, c'est les moments les plus sublimes que j'ai connus. C'est pour ça que à chaque fois qu'on m'invite, je n'y résiste pas. Parlant force vive toujours, mais dans un tout autre registre. Depuis quelques jours, la Martinique rencontre un épisode particulièrement venteux. Et si le vent fait le bonheur des kitesurfers, il handicape sérieusement de nombreux secteurs d'activité avec des pointes atteignant parfois les 60 km/h. Le point tout de suite avec Louis Sabas. Un peu de pluie, mais surtout beaucoup de vent qui peut souffler jusqu'à 60 km/h en rafale. Et la manœuvre devient très compliquée pour cette grue qui culmine à plus de 30 mètres au-dessus du sol. De quoi fortement perturber les travaux. Stop. Mais les ouvriers de ce chantier ne sont pas les seuls à devoir composer avec le vent. Ces touristes comptent faire du parapente, mais les conditions météorologiques ne le permettent pas. De quoi décevoir ces visiteurs qui comptaient ainsi fêter l'anniversaire de Mila, la Benjamine du groupe. Je suis un peu déçue comme j'aurais bien voulu voler, mais bon, c'est pas grave, j'aurai un autre cadeau. C'est la sécurité qui doit l'emporter, quoi. Donc même si on est déçu, c'est pas grave. On est là, le cadre est beau. Et puis c'était surtout pour ma fille, c'était elle qui devait voler. Le fort vent qui souffle prive ce moniteur de toute activité depuis plusieurs jours. Ça fait à peu près 8 jours qu'on ne vole pas. Bon après, c'est pas une surprise à Martinique puisqu'on est dans la saison des alizés. Donc c'est des périodes, des cycles où on a un peu plus de vent qu'à la normale. Mais bon, on attend que ça se calme, donc c'est pas bon pour nous, c'est bon pour d'autres. Et c'est bon pour les kitesurfers puisque c'est le vent idéal pour eux. Bienheureux les kitesurfers qui ont le vent en poupe. C'est des bonnes conditions pour le kite, à savoir qu'on n'a pas à se soucier de savoir si demain ou après-demain on aura du vent. Donc là on sait qu'on va avoir du vent. Après il faut avoir des tailles de kite adaptées parce que selon la force du vent, on ne va pas prendre la même taille de voile. À Météo France, la situation est suivie avec attention, notamment pour la météo marine, pour laquelle un bulletin spécial a été diffusé. Eh bien, la mer devient agitée, alors pas avec des vagues qui sont forcément dangereuses à la côte, mais des vagues qui sont très rapprochées, très courtes, qui peuvent atteindre 2,50 m, 3 mètres côté Atlantique, et donc qui sont très désagréables, sinon dangereuses pour la navigation côtière. Donc on était en bulletin marine spéciaux. Toujours selon Météo France, ce vent d'alizé n'a rien d'exceptionnel pour la saison et devrait diminuer dans les jours qui viennent. Et puis, comme chaque vendredi soir, nous parlerons sport encore. Tour d'horizon des temps forts sportifs du week-end. Beaucoup de collectifs au menu, mais pas seulement. Stéphane Lupon, merci de nous rejoindre. Bonsoir Célia. Alors l'actualité sportive, quelle est-elle ce week-end? Ce week-end consacré aux femmes, on va démarrer avec bien sûr les femmes à la barre, ce sera de la voile. Il y aura également de l'athlétisme, le second tour des championnats, les second tours qualificatifs pour les Carifta Games. Ça aussi c'est au programme. Vous avez également parlé de sport collectif, les femmes bien sûr seront à l'honneur. Ouais. Bien oui, en basket, en handball, mais le football également sera de sortie. On jouera la 16e journée du championnat de division d'honneur. Les détails du programme sont une fois de plus signés Karil Chassol. Nos bébéoles seront de sortie dimanche à l'occasion de la Super Coupe. Première course à partir de 10 h au Carbet. Restons sur l'eau en voile. Femmes à la barre se déroulera dimanche également. Départ de la course à 8 h 25 dans la baie de Fort-de-France. Retour sur la terre ferme et plus particulièrement la piste du stade Pierre-Aliquer. Elle servira de cadre demain au deuxième tour des Carifta Games. Début des épreuves, demain donc, 15 h.
Sport collectif en handball débute ce soir de la 14e journée du championnat de pré-national. Chez les femmes, 2 matchs au programme à 20h. Gauloise Étoile de Gondo au Palais des Sports de Trinité et UJ Redoute USC Citron au gymnase de Corridon. Suite des rencontres demain à 18h30 et 20h. Chez les hommes, 3 matchs au menu ce soir. Tout d'abord à 20h30, l'éveil de Carabin sera face à l'ASC Volga Plage au hall du Lorrain. Puis à 21h30, 2 matchs, UJ Redoute USC Citron au gymnase de Corridon et Gauloise Étoile de Gondo au Palais des Sports de Trinité. Suite et fin de cette 14e journée, demain 20h avec 2 rencontres, dont un alléchant ASC Ducos Sainte-Anne-Cap 110. En volleyball féminin, la 19e journée de championnat débute ce soir 20h. La JS franciscaine reçoit le Smash Club. 4 rencontres refermeront cette journée demain à 19h et 20h. En basket masculin, début ce soir 20h de la 8e journée retour du championnat élite. L'US Ducos 16 reçoit l'USAC. Demain 20h, 4 rencontres au programme, dont un certain Golden Lion SC Lamantinois. Au féminin, toutes les rencontres se dérouleront demain à partir de 18h. Football pour conclure, chez les femmes, on joue dès demain 16h la 12e journée du championnat. Elle se poursuivra toujours demain, mais à 20h, et se clôturera dimanche 16h. Chez les hommes, la 16e journée de DH débute ce soir 20h avec 2 matchs, Golden Lion CSK Pilote à Saint-Joseph et Aiglon US Marinoise au Lamentin. Les 5 autres rencontres au programme auront lieu demain à partir de 16h. Poursuivons avec du handball, Stéphane Lupon. Le choc de la 14e journée se déroule demain soir à Ducos. Oui, et il oppose l'ASC Ducos, l'équipe de la localité, à Sainte-Anne-Cap 110. C'est la rencontre phare donc, de cette 14e journée du championnat de pré-national chez les hommes. Seulement 1 point d'écart sépare les 2 formations avant le début de cette rencontre. Les Sainte-Annais second au classement général, les Ducosais 3e. Et même si les 4 qualifiés pour la phase finale, les playoffs sont quasiment connus avec l'Étoile de Gondo qui est leader et l'UJ Redoute qui va fermer la marche. Il est important de finir en bonne position durant la saison régulière. Cela permet d'éviter les meilleures équipes au moment des playoffs. Tout est stratégique là en ce moment. Tout est stratégique. En tout cas, il faut essayer de finir parmi les 2 premiers. Donc en jeu demain soir, la seconde place entre l'ASC Ducos qui est actuellement 3e et Sainte-Anne-Cap 110 qui est actuellement 2e. Vous l'avez dit, c'est demain soir au Hall des Sports de Ducos et c'est à 20h. Bien, très bien. Stéphane Lupon, je vous remercie de nous avoir rejoints. On rappelle quand même le rendez-vous de cette fin de semaine, Sport Week-end. Demain soir, à partir à 19h40, dans le journal présenté par Ossila Cartes. Bien, merci encore Stéphane. L'information locale et régionale continue. Plein feu dans vos quartiers tout de suite avec votre JT des communes. Direction la commune de Saint-Esprit pour débuter ce JT des communes. Saint-Esprit qui enclenche en ce moment une véritable métamorphose. Doucement mais sûrement, elle se réinvente avec 3 chantiers en cours. Celui de l'abattoir, le parcours santé ainsi que le marché aux poissons. Ce sont près de 580 000 € qui sont injectés. Le point sur ces avancées avec Hélène Reynaud et Julien Goudichou. Le marché, le parcours santé et le Saint-Esprit, la ville fait peau neuve avec pas moins de 3 nouveaux chantiers. D'abord, direction le marché couvert. Ici, les poissonniers se débrouillent comme ils peuvent puisqu'ils n'ont aucun équipement de prévu pour leur activité. J'aimerais bien qu'on étale, qu'on aménage le marché aux poissons, qu'on met un petit coin pour le poisson, pour que les gens puissent voir, qu'on puisse étaler bien le poisson, pour que les gens viennent plus souvent. Les gens viennent, mais il n'y a pas beaucoup de ventes. Demandé, c'est trouvé. La mairie compte créer 2 étals à poissons et une chambre froide d'ici début 2016 pour développer l'économie des poissonniers et se conformer aux normes d'hygiène. C'est vraiment nécessaire à Saint-Esprit parce que, comme je vous disais, on n'a pas de façade maritime et il y a quand même une demande de poissons. On est une ville de près de 10 000 habitants et donc les professionnels voudraient pouvoir stocker dans de bonnes conditions le poisson et offrir une plus grande variété de produits. Et après avoir savouré son poisson, si on faisait un peu de sport. Malheureusement, le parcours de santé de Saint-Esprit s'est dégradé en 8 ans, épuisé par les dizaines de milliers de sportifs de Rivière-Salée, de Ducos ou encore du François qui foulent son sol chaque année. Coût de la remise en forme 50 000 € pour un nouveau parcours d'ici la fin de l'année. Nous avons décidé de rénover la piste
et au niveau des agrès, de la sécurité et aussi des ateliers qui sont défectueux. Et tout cela, c'est pour assurer la sécurité des gens. Le projet phare se situe à l'entrée de la ville. Cet ancien abattoir, vieux de plus de 90 ans, va devenir un lieu culturel et touristique. Coût des travaux environ 500 000 €, financé à 80% par la région. Dans la mesure du possible, nous verrons comment conserver les briques rouges, argile apparente, ainsi que le fer forgé, donc pour garder le style architectural de l'époque. Saint-Esprit est vu par les touristes comme un lieu de passage, mais qui est insuffisamment valorisé dans la mesure où le style architectural, en fait, attire du monde. Donc, il est nécessaire pour nous d'accompagner la démarche de valorisation de la ville par un haut lieu touristique et de culture tel que l'abattoir actuel. Ces 3 chantiers devraient tous être bouclés d'ici 2017. Plus que 2 années à attendre pour voir le nouveau visage du Saint-Esprit. Et le Martel, ce dimanche, sera célébré, comme à l'accoutumée, l'égalité des droits entre femmes et hommes lors de la journée de la femme. L'occasion pour Hubert Bornil de mettre à l'honneur une femme. Rien de très original, vous direz, mais cette dernière met en avant dans un ouvrage un potomitan du militantisme communiste et du monde ouvrier local, Berthe Le Biel. Plein feu ce soir sur Marie-Thérèse Casimirius, maire de Basse-Pointe, avec Hubert Bornil et Michelet François. Alors que l'on célèbre ce dimanche la journée internationale de la femme, nous nous sommes arrêtés à Desmares, Basse-Pointe, au lieu dit Tipari. Nous avons pu trouver une femme martiniquaise qui mérite d'être connue. Elle a mené des luttes syndicales à son époque, elle a fait de la politique aussi, et c'est Madame Berthe Le Biel. Bonjour. Bonjour, monsieur. 92 ans, alerte, à l'esprit vif et d'une grande sociabilité, cette pointoise méritait d'être connue et reconnue pour son action syndicale d'abord dans le monde ouvrier et puis son combat politique depuis 1952. Merci de nous accueillir, Madame Le Biel. Alors, je crois savoir que vous avez eu une vie très active. Moi-même déjà dans la politique depuis la bataille de Gauvin au loin. En 1946, je voté Bac-Petit Noir contre Pernoc. Longtemps, depuis à 16 ans, sans trader à Cabri en 20 C'est ça, alors on a quand même une lutte syndicale, hein, il faut dire ça. Donc, oui, avec l'amont, on a mené la lutte dure. Quand je parlais avec les camarades, quand on discutait, ils ont senti déjà en moi que j'avais de la poigne. Peut-être que je suis déjà né pour ça. Parce que pour faire ça, il faut avoir un don. Qu'est-ce que tu penses de Madame Casimirius, aujourd'hui maire de Basse-Pointe? Est-ce qu'un jour, tu pensais qu'une femme aurait pu être maire de cette commune? Mais c'est moi qui m'étais madame la maire. Pendant nous avons fait le livre là, m'a dit, mais tu n'as pas envie de faire un petit coup de maire. Et c'est très, m'a dit dur, malheureux. Mais où est-ce que vous avez pris cette force? Vous avez fait des études politiques, comment ça? Quand on est entré à la politique, il y a toujours des études. Mais je n'ai pas tenu temps. Les gens qui travaillent quand nous travaillons, on prend un cours. Et ton mari, qu'est-ce qu'il pensait du fait d'avoir une femme en politique? Comment? Il était content. Maintenant, marié en eau. Alors là, si ce n'est pas des volontés, mais comme mon Dieu était à bas, il faut demander faire la politique dans la vie. Alors, Marie, c'est tout d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle en Martinique? Surtout qu'en fin d'année, on votera probablement pour mettre une collectivité territoriale en place. Si c'est pour la politique, moi, je demande mon autonomie. Ah, vous êtes pour l'autonomie? Vous me donnez mon argent. Je fais ce que je veux avec. Même si vous me demandez les comptes, vous ne pouvez pas avoir l'argent. Pour ne pas demander moi ça m'a fait payer. Merci beaucoup Berthe. Et puis longue vie. Ah, merci. Merci. Et puis vous l'aurez compris, nous avons connu un peu plus ce soir de Berthe Le Biel. Voilà, c'est sur ces images que se termine votre journal local et communal. Restez sur ATV, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antiepier.